Je m'appelle Cyril Barbet. Je suis très heureux de vous accueillir pour je crois que ça doit être le 15e webinaire que je fais sur ce thème du HPI. Et pour info, je vous rappelle que j'alterne systématiquement tous les 2 mois entre un webinaire plutôt axé pour les entrepreneurs, pour les HPI entrepreneurs ou ceux qui veulent entreprendre, et puis les HPI qui souhaitent tout simplement, on va dire, définir leur projet professionnel. Voilà, donc bienvenue à tout le monde. Je vois que vous commencez à nous rejoindre. Je vais en profiter pour commencer par vous dire juste un mot sur le fait que, à l'issue du webinaire, vous avez la possibilité de solliciter avec moi un rendez-vous exploratoire. C'est 30 minutes, c'est gratuit, c'est sans engagement. L'idée, c'est à l'issue de ce webinaire, eh bien, d'approfondir les questions qui vous intéressent, les sujets qui vous intéressent, d'avoir, on va dire, un diagnostic un peu plus personnalisé, d'avoir une vision plus claire de vos objectifs et surtout d'avoir des pistes d'action concrètes pour atteindre vos objectifs. Donc voilà, je vous le dis tout de suite. Vous dire également que vous pouvez interagir tout au long de ce webinaire, même si ma présentation est très dense, n'hésitez pas. Posez vos questions, faites vos remarques pendant le webinaire. Je tâcherai d'y répondre au fur et à mesure. Voilà. Euh, Et ben voilà. Et ben donc je vais démarrer tout de suite. On va partager la présentation. Déjà que je la retrouve. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien ma présentation? Alors, je vais essayer d'accéder à vos messages. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez bien la présentation en plein écran actuellement? Super, parfait. OK. Donc, vous n'avez pas besoin de lever la main. N'hésitez pas à vous exprimer directement par, encore une fois, le bouton Q&R. Donc, effectivement, voilà le thème de ce soir, c'est HPI multipotentiel, comment redevenir un entrepreneur à succès. Et je vais commencer par parler d'une... Alors, je vais d'abord vous présenter le menu, vous dire que je vais vous parler des atouts des entrepreneurs HPI, vous parler des zones aveugles des entrepreneurs HPI, ou ceux qui veulent entreprendre, hein, bien sûr, c'est les entrepreneurs en herbe aussi. Quelles clés pour devenir ou redevenir un entrepreneur HPI à succès? Et comme je vous disais à l'instant, je vais commencer par une anecdote personnelle. Alors, cette photo date, c'est une photo de moi qui date de 2001, donc il y a 24 ans. Juste pour vous dire que mes parents étaient instituteurs et comme eux, j'ai été un pur produit du système scolaire. Je suis devenu ingénieur, peut-être en partie pour leur faire plaisir, mais sans doute parce que j'avais la possibilité de le faire. Et puis, à l'issue de ma carrière, de ma formation d'ingénieur, je suis rentré dans le groupe PSA Peugeot Citroën, qui est devenu Stellantis, donc l'automobile. Et à l'époque, on appelait PSA la grande famille. Et moi, j'ai appelé ça plus tard le fonctionnariat du privé. Parce que, en effet, quand on y rentrait en général pour toute sa carrière. Et en fait, là, à ce moment-là, j'étais, on va dire, le plus éloigné qui soit, le plus éloigné possible de l'entrepreneuriat, que je voyais en fait comme un monde un peu inconnu et comme quelque chose d'assez inatteignable. Et peu avant de quitter l'automobile, au bout de 10 ans à peu près, je me suis formé au pilotage d'avion. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que le pilotage d'avion, c'est un apprentissage où vous devez sans cesse prendre des responsabilités, des décisions, où vous engagez votre propre vie, la vie de vos passagers. Et cet apprentissage a pour moi été un déclic dans ma confiance en moi et aussi mon estime de moi. Et ça a été un des déclencheurs de mon départ de PSA. Et en quittant PSA, à l'époque j'étais passionné par l'éducation, j'ai choisi de m'orienter vers un poste de directeur d'une école supérieure privée en logistique industrielle. Alors il y avait une certaine logique avec ce que j'avais fait chez PSA, puisque j'avais fait beaucoup de logistique, mais il y avait quand même déjà cette espèce de virage à 90 degrés et je ressentais le besoin d'avoir plus d'autonomie. Mais en même temps, quand j'étais directeur de cette école, j'avais certes des responsabilités, mais j'étais quand même rassuré parce que je faisais partie du comité de direction de la chambre de commerce de Rennes. Et d'une certaine façon, j'étais rassuré
Alors, Inès, si vous n'avez pas accès au chat, c'est tout simplement qu'il faut, comme vous le venez de le faire, cliquer sur questions-réponses et ainsi vous pouvez poser vos questions, faire vos remarques et à chaque fois, vous accéderez, je vous donnerai les réponses en direct. Voilà. Je reprends un petit peu mon histoire et en 2005, après 5 ans passés à la direction de cette école, toujours au sein de la CCI de Rennes, en fait, comme ça marchait bien, mon DG m'a rappelé au siège et j'ai pris la direction du pôle entrepreneuriat et innovation de la CCI et j'avais notamment en charge l'accompagnement des créateurs d'entreprises et des startups. Le but, c'était de les aider à entrer dans l'action, à finaliser leurs projets et surtout à fiabiliser leurs projets, faire en sorte que leur projet soit le plus pérenne possible. Tout ça, quand même, je précise, sans jamais avoir goûté moi-même à l'entrepreneuriat. Donc c'était quand même assez paradoxal. À cette époque, j'ai quand même pris conscience que cette aventure-là m'attirait terriblement, mais en même temps, elle me faisait très peur. J'avais plein de freins, j'avais trop d'idées, je ne savais pas quelle idée lancer, je pensais ne jamais être prêt, je n'étais ni jamais très à l'aise, ni très doué pour vendre, donc forcément ça me freinait. Et en même temps, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai de moins, a priori, que tous ces créateurs d'entreprises que je voyais tous les jours et que j'accompagnais moi-même ou que mes équipes accompagnaient pour ne pas oser y aller moi-même. Et puis, entre-temps, en 2001, j'avais intégré un mouvement de dirigeants, le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, dont l'objectif, c'est de faire progresser les pratiques de ces dirigeants. Et là encore, je me disais, mais dans le fond, qu'est-ce que j'ai de moins que tous ces dirigeants qui ont soit créé, soit repris une entreprise? Ben, dans le fond, je me disais que j'avais rien de moins. Mais il m'a quand même fallu 14 ans entre cette époque-là et le moment où j'ai franchi le pas. Et encore, j'ai un peu été poussé d'une certaine façon, j'ai été mis au pied du mur quand j'ai été licencié par mon employeur, même si j'avais tout fait pour être licencié, hein, parce que je ne me reconnaissais plus dans l'environnement de la CCI. Et en fait, cette aventure créait chez moi des sentiments contradictoires. Encore une fois, l'envie d'y aller et la peur de l'échec, de me retrouver en insécurité financière. C'est un sujet dont je reparlerai tout à l'heure. Et depuis que je suis indépendant, je réalise à quel point j'ai toujours eu de vrais atouts pour développer mon activité, mais il m'a fallu du temps pour réaliser que j'étais différent, que mon projet devait être différent, que mes clients seraient différents. Il m'a fallu du temps pour comprendre que je ne fonctionnais pas comme les autres et que ma cible devait me ressembler d'une certaine façon. Alors pourquoi je vous ai raconté cette anecdote? D'abord parce que j'ai eu le sentiment, d'une certaine façon, quand je vous raconte ça, de perdre bien des années à me poser plein de questions. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis compétent? Est-ce que je suis prêt? Quel projet lancer? Comment je vais pouvoir me vendre alors que j'ai du mal même à m'accepter moi-même? Et donc, j'ai envie de vous poser la question, et vous, combien de temps vous êtes prêt encore à perdre avant de franchir le pas? Vous n'êtes pas obligé de me répondre, bien évidemment. Et puis ensuite, deuxième message que je tire, deuxième peut-être leçon que je tire de ça, eh bien ma carrière professionnelle a été une grande réussite jusqu'au jour où j'ai commencé à ne plus me sentir à ma place et surtout à être fatigué, à me suradapter aux autres. Et ce jour-là, ma vraie personnalité a commencé à s'exprimer, à déborder et tout a commencé à dérailler et je ne comprenais rien de ce qui m'arrivait. Donc, et vous, est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment que tout déraille, de ne plus rien comprendre et quelle solution vous avez trouvé? Eh bien, peut-être que vous êtes à la bonne place parce que je vais tâcher de vous apporter un certain nombre d'éléments de réponse. Et en même temps que je vous parle, je vais tâcher de répondre aux remarques. Alors, plus aucun temps, la vie est courte. Oui, merci Pascal. Parfait. Donc pour la suite, alors les atouts de l'entrepreneur HPI, ben, en fait l'entrepreneur HPI, il a beaucoup d'atouts en fait, hein. Le premier atout auquel je pense, c'est l'autonomie. En fait, je dirais même que l'autonomie, c'est non seulement un atout, c'est non seulement une aptitude du HPI, mais c'est également une valeur très forte chez les HPI. Euh, En fait, ils veulent dépendre de personne. C'est d'ailleurs ce qui les conduit à être très vite, souvent mal à l'aise dans un environnement de salariat, en particulier si ils sont soumis, on va dire, à un management de type micromanagement ou si la hiérarchie a beaucoup de poids. Le deuxième atout, c'est qu'ils ont l'esprit responsable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'esprit responsable? Ils sont très authentiques et sincères, ils sont très entiers et ils ne peuvent pas concevoir de ne pas assumer pleinement leurs actes
Et donc c'est ça, être responsable. Et c'est aussi d'ailleurs très cohérent avec le fait d'être autonome. Je me souviens d'ailleurs quand j'apprenais à piloter des avions, le plus grand plaisir, c'était de sentir comment l'avion réagissait directement à mes gestes. J'oriente le manche à droite, l'avion tourne à droite, j'oriente le manche à gauche, l'avion tourne à gauche. Et d'une certaine façon, je devais assumer toutes les conséquences de mes actes avec, on va dire, beaucoup de responsabilité. Le troisième atout des entrepreneurs HPI, c'est qu'ils ont besoin de liberté et ils aiment la liberté. Quoi de mieux qu'être entrepreneur pour être libre? Même si on n'est jamais complètement libre, hein, bien sûr. Je sais que on a des clients, on a des contraintes, peut-être des fournisseurs, etc., voire des actionnaires. Mais on peut quand même choisir ses clients et c'est un sujet sur lequel je pourrais revenir si vous avez des questions sur ce sujet. Quatrième atout, ils sont ultra adaptables, d'ailleurs parfois un peu trop, mais en tout cas, cette adaptabilité fait qu'ils sont en progrès continu, ils sont capables de faire un virage, de pivoter, comme on dit dans le monde de l'entrepreneuriat, et ça, c'est une grande chance. Euh, En fait, d'une certaine façon, même s'adapter ne nécessite pratiquement aucun effort pour les HPI. Et c'est extrêmement précieux, d'autant plus dans un monde qui bouge en permanence, qui est en accélération et qui est de plus en plus incertain. L'autre atout qu'ils ont, c'est qu'ils sont polyvalents. Alors, je dirais même que peut-être le terme qui convient encore mieux, c'est polyexperts. Ils sont plus que polyvalents. Ils sont pas des généralistes. Ils sont capables d'être polyexperts. Et cette capacité d'apprendre et de s'adapter à différentes missions est extrêmement importante parce qu'un entrepreneur, et donc un entrepreneur HPI aussi, eh bien, doit être capable de à la fois concevoir son offre, doit être capable de lancer son offre, doit être capable de vendre son offre, doit être capable de produire son offre, doit être capable de gérer son entreprise, doit être capable de gérer son agenda. Et donc, on voit bien, et parfois, il doit être capable aussi de manager. Donc, on voit bien à quel point cette polyvalence peut être absolument essentielle pour réussir. Euh, voilà. L'autre atout qu'ils ont, c'est qu'ils sont extrêmement créatifs et innovants. En fait, les HPI ont encore plus que les autres une pensée en arborescente ça les conduit à faire des liens entre différents sujets, entre différents domaines, entre différentes idées. Et c'est bien ça qui est particulièrement prolifique pour être créatif, pour être innovant. Et comme en plus ils s'ennuient vite, ils aiment inventer de nouvelles choses, de nouvelles méthodes. Et je dirais même qu'ils sont plutôt passés maîtres en la matière, à moins que leur environnement salarial ne les ait éteints ou leur environnement managérial. On trouve donc une plus forte concentration de HPI dans les métiers d'innovateurs, dans les métiers de créatifs, y compris d'ailleurs dans le domaine artistique. Je vais prendre l'exemple de Léonard de Vinci, qui clairement était extrêmement coloré, hein, je pense. Ils sont également visionnaires. Alors, qu'est-ce que j'entends par visionnaire? En fait, ils adorent anticiper en permanence. C'est un mécanique qui est spécifique à l'homme, l'anticipation, mais dans le cas des HPI, c'est extrêmement développé. Et donc, ils sont de grands visionnaires. Je vais vous citer juste un exemple. Dans les années 90, j'étais salarié chez PSA à l'époque, j'écoutais beaucoup de musique, j'avais beaucoup de CD de musique et je me disais, mais quel dommage que toute cette information numérique contenue sur des CD de musique, on ne réussissent pas à les concentrer sur un mini ordinateur qui serait portatif. En fait, au début des années 90, le lecteur MP3 n'existait pas, mais je venais d'une certaine façon de l'inventer. Sauf que, bien évidemment, à l'époque, j'avais pas, je crois, ni l'envie, ni la capacité à me lancer dans un projet comme celui-là. Mais ce genre d'intuition arrive extrêmement régulièrement au HPI. J'ai beaucoup de clients qui me racontent des histoires de ce style extrêmement régulièrement. L'autre atout, c'est qu'ils sont réactifs et plus rapides que la moyenne. En fait, les HPI vont vite en tout. Ils vont vite pour observer, ils vont vite pour apprendre, ils vont vite pour comprendre, ils vont vite pour agir. Et ils ont un atout, encore une fois, formidable dans un monde qui bouge, dans un monde en accélération. D'ailleurs, j'ai accompagné un entrepreneur dont le métier, c'était de piloter la partie vidéo et informatique de congrès en multisite. Et lors du Covid, bien évidemment, comme il n'y avait plus du tout de congrès physique, eh bien, son business a complètement disparu du jour au lendemain. Donc, c'était extrêmement grave. Il avait une entreprise d'une cinquantaine de salariés. Qu'est-ce qu'il a fait? En l'espace de
quelques semaines, à peine 2 ou 3 semaines, il a réuni son codir, son associé, et il a imaginé une solution, c'est-à-dire d'apporter des solutions numériques pour des organisateurs de salons et de congrès numériques, de congrès en distanciel. Et ça, c'est vraiment très caractéristique des HPI, cette capacité à pivoter à grande vitesse, alors que franchement, enfin, tout prédisait que son entreprise allait disparaître. Ils sont aussi plus exigeants que la moyenne et donc plus performants que la moyenne. Les HPI ont un haut niveau d'exigence, voire un très haut niveau d'exigence, et donc bien évidemment, ça les a conduits à chercher toujours plus de performance pour eux-mêmes et aussi pour les autres. Ils ont aussi une forte sensibilité à leur marché. Alors, en fait, ils ont une forte sensibilité tout court, et cette forte sensibilité, quand elle s'applique à leur marché, bien évidemment, ils ont cette capacité à avoir, on va dire, à capter les signaux faibles, à savoir sentir ce qui va évoluer pour eux-mêmes et pour leur marché. Je vais tâcher de jeter un œil en même temps aux questions. Amélie, oui, j'ai accompagné des entrepreneurs pendant plus de 10 ans puis burn-out. Ok, merci Amélie. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme atout? Ah oui, j'en ai encore une. Et quand ce sont des entrepreneurs qui managent, eh bien, ce sont des managers, en général, ce sont de bons managers qui ont une bonne sensibilité, une bonne empathie pour leurs collaborateurs, mais en plus de ça, qui favorisent l'initiative. On pourrait parler même de favoriser un management en empowerment, c'est-à-dire qui facilite la révélation des potentiels des autres. Donc, bien évidemment, c'est un moyen de développer encore plus les potentiels de son entreprise et donc la performance de son entreprise. Alors après les atouts, eh bien, il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce que j'appelle les zones aveugles de l'entrepreneur HPI. Alors j'aurais pu l'appeler autrement, j'aurais pu l'appeler les points d'amélioration, mais vous verrez pour quelles raisons je les appelle les zones aveugles. Tout d'abord, effectivement, à l'image de cette abeille qui butine, eh bien, ils ont tendance à se disperser. Alors en fait, c'est plutôt positif d'un certain point de vue, puisque les HPI s'intéressent à beaucoup de sujets, beaucoup de domaines. Ils sont aussi très intéressés par la nouveauté. Ils ont 1000 idées à la minute. D'ailleurs, ils se sentent assez frustrés s'ils sont pas capables de les exprimer, de les dire. Et donc, ils ont tendance à se lancer dans plusieurs projets à la fois, dans plusieurs cibles à la fois. Ils ont beaucoup de mal aussi à se focaliser. Euh, et donc, cette tendance à se disperser, d'ailleurs, y compris parfois dans leurs conversations, ça les freine dans leur passage à l'action, et ça les rend moins efficaces, ça les freine dans leur persévérance, et puis également vis-à-vis de leurs clients ou de leurs partenaires, ils peuvent être perçus comme manquant de vision à long terme ou de persévérance, encore une fois, du fait de leur zigzag, d'une certaine façon. Alors, autre zone aveugle des HPI, des entrepreneurs HPI, c'est qu'ils ont tendance à abandonner facilement. En fait, les HPI vont vite en tout, y compris pour envoyer leur projet aux oubliettes. Surtout si leur entourage, qui peut être très influent, ne les comprend pas ou n'est pas d'accord avec eux. Alors, comme le dit l'adage à propos d'un choix qui ne semble pas être le bon a priori, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors, j'ai une anecdote à ce sujet-là. J'avais accompagné une personne qui souhaitait créer sa boîte et qui, à plusieurs reprises dans sa carrière, a totalement changé d'orientation en cumulant à chaque fois plusieurs changements radicaux. Par exemple, c'était changement de domaine d'activité, plus changement de pays, plus changement de type de mission. Donc c'était tellement énorme. Et ce que m'a dit cette personne, c'est que elle regrettait ses grands coups de barre à gauche et ses grands coups de barre à droite pour plusieurs raisons. Parce qu'elle s'est mise en situation de grand inconfort, et donc en situation d'échec, avec forcément des conséquences négatives sur sa carrière. Et puis, elle n'a pas su vraiment tirer d'enseignement de tous ces changements, puisqu'il y en avait trop. Donc elle ne savait pas vraiment dire lequel de ces changements radicaux il aurait fallu garder et lesquels peut-être il aurait fallu éviter. Et puis, toujours dans cette histoire d'abandon facile, comme ils ont tendance aussi à généraliser un peu trop vite, par exemple, j'en ai certains qui me disent, ma première expérience entrepreneuriale s'est mal passée, donc je ne suis pas fait pour entreprendre et donc je n'y retourne pas, c'est trop dangereux pour moi ou c'est pas fait pour moi. Alors que c'était juste parce qu'ils n'avaient pas les bonnes informations et que surtout, ils n'avaient pas les clés de lecture de leur mode de fonctionnement.
Alors, autre zone aveugle, ils pensent ne jamais être prêts. Alors ça, je pourrais aussi vous parler de moi, hein. Je me suis formé à 15 millions de trucs avant de me lancer. Effectivement, ils ont un haut niveau d'exigence. Ils ont tendance à être presque perfectionnistes, hein. Ils adorent apprendre en plus. Donc, il est très facile de se dire qu'ils doivent encore acquérir une nouvelle compétence de plus avant de se lancer, que même s'ils ont de l'expérience, c'est quand même un petit peu nouveau. Donc, voilà, ils sont pas prêts. D'ailleurs, que ce soit comme salarié ou entrepreneur, hein, au passage. Et donc, pareil, j'ai accompagné plein de consultants indépendants ou d'indépendants en général qui avaient, comme moi d'ailleurs, une véritable addiction aux formations. Alors, c'était gestion de crise, gestion du changement, management libéré. Alors, certes, ils adorent tout apprendre, mais fondamentalement, ils avaient absolument pas besoin de toutes ces formations pour se lancer. Peut-être une, peut-être deux, mais pas 8 ou 10. Euh, et puis, en fait, se former, c'était aussi un prétexte pour repousser l'échéance, d'aller se vendre, d'oser se mettre en avant. Et ça, c'est vraiment pas facile. Et ça masquait aussi le fait qu'ils ne connaissaient pas suffisamment leur personnalité authentique pour savoir se démarquer. Et c'est bien là le cœur du problème. Et puis en plus, cette tactique de repousser l'échéance les conduit à leur confirmer qu'ils ne sont pas capables d'y aller. Moi, c'est ce que j'appelle le biais d'autoconfirmation. Alors, ce biais d'autoconfirmation, qu'est-ce que c'est? C'est je tends inconsciemment à créer les conditions qui vont confirmer l'hypothèse que j'ai formulée moi-même, même si cette hypothèse était complètement fausse. Et en fait, les HPI sont très sujets à ce biais d'autoconfirmation. Alors, je crois qu'il y a une question ou une remarque. Oui, papillonnage. Pascal, il s'agit d'une tendance à l'auto-sabordage inconscient aussi, bien sûr, hein, tout à fait. Je confirme. Autre difficulté des HPI, ils ont du mal à bien s'entourer. Alors, je vais commencer peut-être par un aspect. J'ai, moi, accompagné beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'indépendants ou voilà, de dirigeants qui se sont associés. Et au passage, les HPI en général aiment beaucoup s'entourer parce qu'ils ont besoin de ne pas se sentir seuls et ils aiment l'échange. Et le fait est que les HPI sont particulièrement soumis au fait d'être, on va dire, repérés et manipulés par des personnes toxiques, des pervers manipulateurs. Ça arrive extrêmement souvent. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire à ce sujet-là? Oui, alors en plus, c'est vrai que les HPI aiment bien s'entourer de personnes différentes, parce qu'ils considèrent à juste titre, hein, d'ailleurs, que en s'entourant de personnes différentes, eh bien, ça va être plus riche, il va y avoir un enrichissement. Mais parfois, c'est trop. En fait, quand ils s'entourent de personnes qui ne les comprennent pas, eh bien, ça ne fonctionne pas bien. Donc encore une fois, les personnes un peu trop différentes et surtout les personnes qui seraient, on va dire, manipulateurs ou les toxiques, eh bien, il faut savoir s'en protéger. Il faut savoir les repérer et s'en protéger. Euh, voilà. Et puis quand ils sont, comment dirais-je, entrepreneurs, eh bien effectivement, et qu'ils ont besoin de s'entourer dans leurs équipes, hein, de personnes, eh bien là aussi, il s'agit pas forcément de recruter que des HPI, mais en tout cas pas des personnes qui soient trop éloignées d'eux. Alors, l'autre point que j'ai déjà évoqué, c'est qu'ils ont du mal à se vendre. Alors, j'aime bien cette image qui est issue d'un album d'Astérix, hein. En fait, c'est Astérix et Obélix qui rencontrent un vendeur de chars qui est un véritable vendeur de tapis, si je puis dire, qui leur vend une occasion magnifique, unique, mais qui en fait est un véritable, est absolument pas une bonne affaire, on va dire. Et en fait, c'est ça qui se passe, c'est que les HPI ont tendance déjà à imaginer qu'ils vont forcément être comme ce vendeur. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à se projeter comme la pire image de vendeur qu'ils ont jamais vue. Donc quelque part, ils ont tendance s'identifier à vraiment à des caricatures, hein, à des caricatures de bonimenteurs. Et puis aussi parce que les HPI ont tendance à voir leurs clients à leur image, c'est-à-dire ils imaginent que leurs clients vont être extrêmement exigeants. Alors peut-être que c'est vrai, mais
pas tant que ça, finalement. Donc, ils s'imaginent que leur produit ou service ne sera jamais à la hauteur, et ça les paralyse pour argumenter dans leur processus de vente, et puis surtout pour oser y aller à la vente. Et puis enfin, comme beaucoup de HPI manquent d'estime d'eux-mêmes, ils ont en permanence le sentiment d'imposture et comme ils sont en situation de se vendre d'abord eux-mêmes, hein, quand ils vendent leurs produits ou leurs services, eh bien, ils sont pas du tout performants dans cet exercice. Et puis, certains de mes clients me disent par exemple, mais est-ce qu'il est raisonnable d'entreprendre après 50 ans? Alors même que eh bien, les créateurs les plus expérimentés ont plus de chances de réussite et de pérennité qu'un entrepreneur un petit peu moins expérimenté. Et puis, j'ajoute surtout qu'ils n'utilisent souvent pas la bonne méthode. J'ai beaucoup de mes clients HPI qui me disent, mais en fait, moi, j'ai horreur de prospecter, donc je vois pas comment je vais faire. En réalité, ces techniques donnent souvent des résultats médiocres, hein. La prospection dans le dur ou dans le vague ou dans le large, comme on dit, tout simplement parce que la prospection un peu large ne peut pas fonctionner quand on est HPI et qu'on a un projet ou un produit ou service à vendre qui est innovant, complexe, avant-gardiste. Mais ça, la plupart des HPI n'en a pas conscience et donc c'est en ça que c'est une zone aveugle. Et puis, je crois que c'est la cible d'après. Non, c'est pas la diapo d'après, mais c'est pas grave. C'était toujours sur le sujet de la vente. En fait, ils ont aussi du mal à cibler leurs prospects parce qu'en fait, encore une fois, ils se dispersent dans les cibles. Ils ont envie de vendre à tout le monde. Alors, peut-être aussi parce que c'est une forme un peu de revanche sur la vie. Ils ont tellement été vécu le rejet, l'incompréhension des autres, qu'ils se disent, quand je vais vendre, normalement, si mon produit est bien fait, je dois pouvoir vendre à tout le monde. Donc, alors que c'est bien évidemment pas vrai. Euh, et puis, comme ils sont très empathiques, ça les conduit à cibler éventuellement des personnes ou des clients qui ne vont pas pouvoir acheter leur service. Tout simplement parce qu'ils se disent, ben, ce serait quand même bien que ces personnes-là qui n'ont pas d'argent puissent bénéficier de mon produit ou de mon service. Attention, ce serait vraiment une erreur stratégique que de se focaliser uniquement sur cela. Il faut commencer aussi, il faut aussi vendre à ceux qui ont l'argent pour vendre, pour acheter, pardon. Voilà. Et puis enfin, comme ils ont un produit, encore une fois, innovant et avant-gardiste, eh bien, ils ne peuvent intéresser que des clients qui s'intéressent à ce genre de produit. Et c'est pas n'importe qui, bien sûr. Et puis, on était sur la question de l'argent, eh bien, j'ai mis aussi cette autre zone aveugle, c'est qu'ils ont un rapport paradoxal à l'argent. Et c'est-à-dire l'objet d'un de mes récents articles. Si ça vous intéresse, je vous recommande d'aller sur mon site web et d'aller voir justement l'article avec cette image. En fait, d'un côté, ils ont tendance à fixer les prix bien trop bas, toujours liés à leur manque d'estime d'eux-mêmes, à leur empathie envers leurs clients. Parfois même, ils n'osent pas se faire payer, hein. C'est extrêmement fréquent. J'en entends beaucoup de mes clients me dire ça. Et puis, une autre raison plus inconsciente, c'est que leur rapport à l'argent est conditionné par l'image qu'ils en ont au travers de ceux qui en dépensent beaucoup, de ceux qui en dépensent de façon ostensible. Et ça, c'est une attitude qui est tellement en déphasage avec leurs valeurs d'authenticité et de simplicité que du coup, ils se sentent un peu pris dans une espèce de contradiction. Et parallèlement, en fait, c'est là où il y a le paradoxe, le rapport paradoxal à l'argent. En fait, ils ont besoin d'argent pour vivre, comme tout le monde, je dirais, mais peut-être encore plus, parce que se lancer dans un projet entrepreneurial comporte forcément des risques au plan financier. Il faut forcément savoir accepter l'idée de perdre tout l'argent qu'on a investi. Et comme ils ont horreur de l'échec et qu'ils ont aussi horreur de se retrouver en situation financière difficile, eh bien, ça les paralyse. Donc, en résumé, d'un côté, ils n'osent pas se faire payer assez cher pour leurs services. De l'autre, ils ont besoin d'argent pour vivre et aussi, je dirais même, pour savoir se ressourcer. Puisque en fait les HPI ont tendance à s'épuiser dans leur mission professionnelle. Or, ils ont besoin de se ressourcer, aussi de se ressourcer parce que leur projet est tellement innovant que le ressourcement fait partie aussi de cette innovation. D'autant plus que quand c'est innovant, on a aussi besoin d'investir un peu plus. On a besoin parfois de fonds importants. Donc tout ça, cet antagonisme, ce paradoxe, ce rapport paradoxal à l'argent, ça les conduit bien souvent à renoncer à leur projet ou éventuellement, c'est peut-être pas forcément une meilleure solution, à se rabattre sur un projet un peu plus modeste, moins enthousiasmant, mais dans lequel, un, ils seront moins performants et deux, ils risquent d'abandonner plus vite.
Alors, comment maintenant faire de toutes ces faiblesses des atouts? C'est quoi les clés pour redevenir un entrepreneur à succès? Je regarde en même temps ma montre. Ouais, ça va, je suis à peu près dans les temps pour vos questions. Et en même temps, je jette un œil. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions pour l'instant. Tout va bien. Alors, les clés, c'est quoi? D'abord, travaillez votre estime de vous. Parce que, comme je vous en ai parlé à plusieurs reprises dans ce webinaire, oui, 100% de mes clients HPI ont un problème avec leur estime d'eux-mêmes. Alors, des fois, ils me l'expriment sous forme de manque de confiance en moi, mais clairement, c'est d'abord et avant tout un manque d'estime de soi. Qu'est-ce que c'est l'estime de soi? C'est en quoi je me sens une personne valable. Encore une fois, les HPI ont tellement vécu d'incompréhension, de rejet, de moquerie, voire de jalousie, que eh bien, ça a complètement érodé leur estime d'eux-mêmes. Et oui, effectivement, l'estime de soi, c'est essentiel, hein, et c'est aussi lié d'ailleurs au haut niveau d'exigence. Si on a un trop haut niveau d'exigence, eh bien évidemment, on ne peut jamais être à la hauteur de nos propres exigences. Et alors, au passage, le point clé sur le travail sur l'estime de soi, c'est que j'ai beaucoup commencé pour moi-même et pour mes clients à essayer d'appliquer des méthodes un peu classiques sur le travail sur l'estime de soi, et ça ne marche pas bien pour les HPI, du genre des méthodes qui consistent à, on va dire, s'envoyer des bisous, des choses comme ça. Alors, bien évidemment, c'est pas du tout de la méthode Coué, hein, c'est vraiment des choses, c'est développer un état d'esprit plus positif, etc. Le problème, c'est que le HPI a besoin de comprendre, le HPI a besoin d'aller en profondeur, et quand on reste un peu trop en surface, ça ne fonctionne pas bien. Donc, on a besoin d'aller un peu plus en profondeur. Et c'est en ça que moi, j'ai développé dans mes coachings des méthodes un peu spécifiques, enfin, je dirais même complètement spécifiques pour travailler l'estime de soi. Et du coup, ça fonctionne relativement vite. Il faut aussi réapprendre à vous fixer des ambitions atteignables. Là encore, je parlais de haut niveau d'exigence. Il ne s'agit pas de perdre de vue vos rêves, il ne s'agit pas de perdre de vue vos projets ambitieux et complexes. Vous êtes capable, mais c'est juste de savoir vous fixer des étapes intermédiaires et aussi de savoir célébrer vos victoires intermédiaires. Je dirais que et pour ça, en fait, pour se fixer des ambitions atteignables, eh bien, c'est un peu comme pour entretenir la souplesse de votre corps avec l'âge, c'est un entraînement de tous les jours. C'est une mécanique à entretenir régulièrement. J'ai une autre image par rapport à ça. Moi, je suis un passionné de montagne. Eh bien, l'alpiniste qui partirait euh, pour l'Everest, eh bien, si en partant du camp de base, il regarde de façon trop fixe le point final qui est le sommet de l'Everest, eh bien, il va se décourager beaucoup plus vite que celui qui regarde juste le camp 1. Et il va aussi se décourager plus vite que celui qui pense à regarder de temps en temps tout le chemin parcouru. Concernant le processus de vente, je vous disais que en général, vous avez du mal à vous vendre et à vendre. Eh bien, mon message, c'est de renverser le paradigme. Qu'est-ce que j'entends par renverser le paradigme? Au lieu de prospecter dans le large ou dans le vague, l'idée, c'est d'apprendre à vous rendre visible auprès des personnes ou des clients qui ont le plus besoin de vous. Comment faire? Eh bien, en affichant clairement quelle est votre spécificité, y compris peut-être des fois si ce n'est pas forcément facile de le faire, mais il s'agit bien de s'afficher. Parce que si vous voulez que les clients qui sont intéressés par votre service viennent à vous spontanément, eh bien, il va falloir l'afficher le plus clairement possible. Ce qui suppose d'avoir préalablement identifié évidemment votre spécificité et donc les cibles qui peuvent être intéressées par vous. Mais ça suppose aussi d'avoir travaillé sur votre estime de vous, donc d'où la première étape, parce que si vous n'avez pas travaillé sur votre estime de vous, jamais vous n'oserez vous afficher de cette façon-là. Et d'ailleurs, c'est souvent le problème que je rencontre avec mes clients. Et puis, pour réussir à mieux cibler vos clients potentiels, eh bien, apprenez à prendre conscience de ce que j'appelle votre avant-gardisme, de votre niveau d'innovation. Et puis, apprenez aussi à ne pas plaire à tout le monde, encore une fois. Et je sais, ça, c'est vraiment pas facile. Alors, une petite question ou remarque.
Qu'appelez-vous vos spécificités? En fait, les spécificités, Pascal, c'est tout ce que j'ai évoqué dans vos atouts et vos zones aveugles. Alors, je les ai pas forcément listés de façon exhaustive. C'est la vitesse, c'est l'éclectisme, c'est le haut niveau d'exigence, c'est un peu tout ça, finalement, vos spécificités. Je redis au passage, pour celles et ceux qui n'étaient pas là en début de webinaire, que si vous le souhaitez, vous allez pouvoir approfondir ce sujet en individuel avec moi par un rendez-vous exploratoire. Je vous remettrai le lien vers mon agenda à la fin du webinaire et dans le mail que je vais vous envoyer tout à l'heure. Je dis aussi que le conseil, c'est de sortir du déni. Qu'est-ce que j'appelle sortir du déni? Oui, en fait, on n'aime pas le terme HPI. On n'aime pas, entre guillemets, paraître plus intelligent. D'abord, HPI, haut potentiel intellectuel, c'est du potentiel intellectuel. Ça ne veut pas forcément dire plus intelligent. D'ailleurs, je dis au passage que les tests de QI qui sont censés détecter le HPI, hein, pour QI supérieur à 130, de mon point de vue, eh bien, c'est loin d'être une référence absolue en matière d'intelligence. D'ailleurs, il y a énormément de littérature récente hein, qui met en cause les tests de QI, les tests de WAIS-4, non pas dans leur fondement scientifique, mais dans l'interprétation qu'on peut en faire sur ce que serait l'intelligence. Et pourquoi je dis sortez du déni? Parce que, eh bien, à cause de ce terme, à cause de l'image que beaucoup s'en font, j'ai beaucoup de mes prospects et clients qui me disent, mais en fait, non, non, moi je veux pas rentrer dans ce sujet-là. J'ai vu que je correspondais un peu à vos articles, mais par contre, moi, j'estime que je suis pas HPI. Donc, résultat, si je ne suis pas HPI, je rentre pas vraiment dans le sujet. Et si je rentre pas dans le sujet, eh bien évidemment, je vais pas assumer encore moins comment je suis. Je vais d'abord pas découvrir comment je fonctionne et je vais encore moins l'assumer. Et pourtant, des personnes comme Roger Federer, Amel Bent, Franck Gastambide ou Shakira ou plein d'autres encore hein, ont réussi à faire de leur spécificité des atouts. Concernant la dispersion, eh bien, je dis apprenez à contrôler votre cerveau. Alors c'est peut-être un peu paradoxal, c'est le cerveau qui se contrôle lui-même. Mais en fait, c'est quand même possible, notamment en apprenant à comprendre les modes de fonctionnement cérébraux, les modes de fonctionnement cognitifs, en particulier le fonctionnement les mécanismes de l'attention. Cet apprentissage hein, sur les mécanismes de l'attention va vous permettre de mieux canaliser votre attention sur les objectifs, sur vos objectifs prioritaires, tout en vous autorisant à vous ménager des temps de ressourcement, des temps de rêverie, où votre attention sera complètement laissée libre. Et puis en même temps, admettez que ben, votre projet puisse être multiple et donc pas vraiment conforme au canon de la beauté entrepreneuriale. Alors, des questions. Euh, Personnellement, Inès, je n'ai rien à inviter du métier d'archi d'intérieur. Alors, avant-gardiste, je n'ai rien inventé du métier d'archi d'intérieur. Peut-être, peut-être, à voir. Pascal, l'intelligence est systémique. Je suis HPI psychologue et je sais bien ce qui se fait en recherche actuellement. Ok, merci Pascal. Bah, ce serait intéressant d'en échanger. Alors, il y a un spectateur anonyme qui me dit consulter un cabinet avec un psychologue cognitiviste peut permettre de se décomplexer au sujet du déni. Merci. Eh bien, je ne sais pas qui l'a mentionné. Ce serait intéressant de mettre un nom à votre profil. Qu'est-ce que je voulais dire de plus sur apprenez à contrôler votre cerveau? Euh, non, je crois que j'avais pas grand-chose de plus. Voilà. L'autre point qui revient extrêmement fréquemment, c'est de travailler votre gestion des émotions. Et je dirais même plus, c'est de travailler votre anticipation des émotions. En fait, les émotions, c'est un sujet central, absolument central chez les HPI, et en particulier une émotion qui revient extrêmement souvent, c'est la colère. Pourquoi? Parce que la colère est l'émotion de la frustration et que les HPI ressentent en permanence des frustrations de ne pas aller assez vite, de ne pas être compris, de ne pas pouvoir tout faire, de ne pas pouvoir tout apprendre. Or, le problème, c'est que la colère, c'est une émotion extrêmement difficile à exprimer, difficile à assumer, qui plus est en contexte professionnel, qui plus est quand on est entrepreneur. Résultat, cette colère ne s'exprime pas, et si elle ne s'exprime pas, eh bien, elle n'est pas gérée, et si elle n'est pas gérée, eh bien, cette colère va s'engrammer en vous, et elle va donc ressortir de façon imprévisible, plus fréquente et plus incontrôlable, et encore plus forte demain et après-demain.
Donc, cette gestion des émotions, là aussi, dans mes coachings, moi, j'ai appris à développer des méthodes innovantes et différentes parce que toutes les méthodes que j'avais apprises, y compris en faisant une formation de 10 journées en psychologie positive au travail, non, c'était 20 journées d'ailleurs. Excellente formation au passage, avec 2 journées consacrées aux émotions, eh bien, je peux vous dire qu'il n'y avait pas les solutions que je propose aujourd'hui dans mes coachings. Et puis, dernier conseil, dernière suggestion, je ne vais pas dire conseil, mais suggestion, formez-vous et faites-vous aider. Alors, quand je dis faites-vous aider, bah oui, parce que vous êtes probablement dans un sentiment de brouillard, vous avez cette tendance à l'ennui, vous avez cette difficulté à choisir, à prioriser, vous avez la peur de l'incertitude financière dont je vous parlais, vous avez la peur de vous faire rejeter, votre rejet de la solitude, votre tendance à attirer les toxiques. Donc pour tout ça, à un moment donné, chercher à vouloir faire tout seul, surtout quand en plus on n'a pas bien, on s'est pas bien approprié finement ces modes de fonctionnement et surtout qu'on ne les assume pas, eh bien on cherche systématiquement des solutions au mauvais endroit. Je peux vous le dire parce que ça m'est arrivé personnellement. Et si vous faites appel à un coach, eh bien vraiment surtout, faites appel à un coach, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais faites appel à un coach qui est spécialisé dans le HPI et qui est HPI lui-même, qui a donc vécu les mêmes choses et qui comprend les HPI. Alors, Inès, oui, inventé, merci de la précision. Françoise, je crois. Que faire contre les éveils nocturnes, le cerveau qui fuse? C'est un sujet qui mériterait beaucoup plus de temps. Je pense que ça dépend énormément, mais peut-être que, enfin, ça dépend énormément de votre contexte, mais déjà, si vous évitez les écrans le soir, si, alors c'est des choses qui sont valables aussi pour des personnes qui ne sont pas HPI, hein, mais si vous utilisez, alors moi j'ai des tactiques aussi le soir pour pouvoir bien m'endormir, c'est de, j'allais dire, de canaliser mon cerveau avec un petit jeu. Alors ça peut sembler peut-être un peu paradoxal parce que je le fais sur mon téléphone, mais il n'empêche que ça canalise l'énergie de mon cerveau à un moment donné où je suis fatigué. Je fais aussi très attention à l'heure à laquelle je me couche. Je fais attention aussi aux activités que j'ai faites avant de me coucher. Voilà, il y aurait beaucoup à dire, hein, Françoise. Nathalie, désolé, je préfère me cacher. Merci. Pascal, d'un point de vue cognitif, il faut automatiser certains chemins neuronaux. Enfin, attention, certains confondent HPI et performance et ce n'est pas la même dimension. Oui, je suis assez d'accord. Un HPI n'est pas tout le temps performant. Et automatiser certains chemins neuronaux, eh bien, ça mériterait peut-être un approfondissement. Mais en tout cas, merci de votre commentaire, Pascal. La psychologie positive ne peut rien apporter en psychologie cognitive. Oui, je suis complètement d'accord. Mais par contre, la psychologie positive, Pascal, apporte beaucoup, y compris en matière d'émotion. Après, les uns et les autres peuvent se former à différents endroits sur les émotions, il y a aucun souci. Euh, Ok, alors Inès, j'ai le même problème sur les éveils nocturnes, j'ai toujours une idée qui surgit pour le lendemain. Alors, en même temps, Inès, quand même, moi, ça m'arrive d'avoir des idées pendant la nuit. Alors, je ne veux pas dire que je me réveille à cause de ça, mais en tout cas, quand je me réveille le matin, eh bien, je note mes idées tout de suite. De la même façon que quand je marche ou que je cours ou que je fais un effort physique et qu'il me vient des idées pendant l'effort physique, ça m'arrive de m'arrêter et de noter mes idées avant de repartir, avant de continuer. Alors Mathilde, attention aux jeux en réseau, cela a l'effet inverse, insomnie assurée. Oui, oui, absolument. Les jeux que je pratique ne sont pas en réseau. Marie-Charlotte, moi j'écoute les podcasts la nuit, ça m'endort au bout d'un moment et canalise mes pensées. Merci pour la très bonne idée. Alors au passage, je vous avais dit que je vous... Alors d'abord, avant de vous parler de... Je voulais passer quelques messages personnels, mais je voulais aussi vous dire que en plus de coaching individuel, ce que je propose, puisque je vous disais formez-vous, je propose également une formation qui s'appelle la Masterclass HPI. Alors qu'est-ce que c'est que cette Masterclass HPI? Ça vous permet de comprendre vos modes de fonctionnement spécifiques, ce dont je parlais qui était la question de Pascal hein, sur les spécificités. Et c'est surtout de non seulement comprendre vos modes de fonctionnement spécifiques, mais savoir en faire des forces et plus seulement des handicaps. C'est aussi de bénéficier d'un bilan personnalisé, c'est d'identifier vos forces spécifiques parce que chaque HPI est différent. Ça vous permet aussi de clarifier vos objectifs professionnels et surtout de les rendre réalisables et d'identifier des pistes pour atteindre vos objectifs professionnels. Bien évidemment, il y a toute la dynamique hein, collective aussi hein, qui vous aide à vous engager durablement vers l'atteinte de ces objectifs
Et puis, bah, cette dynamique collective, c'est aussi un réseau durable de confiance, de personnes qui vous comprennent, avec qui partager durablement. Donc concrètement, comment ça se passe? C'est 6 demi-journées en présentiel. Ce sont des groupes de 6 à 10 participants, minimum 6 pour avoir une dynamique suffisante, maximum 10 pour véritablement avoir un contact suffisamment personnalisé avec moi et puis avec les autres. Et il y a une session qui est en cours à Lyon, mais sur laquelle il n'y a plus d'entrée possible. Et donc, je démarre une session à Paris le 26 mars prochain. Et je redémarrerai une session à Lyon à partir de novembre prochain. Les dates vont arriver très prochainement. Et jusqu'au 31 janvier, je vous propose 20% de remise sur le tarif normal. C'est-à-dire, si vous êtes en autofinancement, en financement personnel, hein, pas un financement par l'entreprise, eh bien, au lieu de 900 euros, ça vous fait 720 euros. Voilà. Alors les messages personnels, je ne sais pas si tout le monde est là, mais c'est pas grave. Alexandra d'abord. Et si la solution à toutes vos difficultés résidait dans le fait de mieux accepter qui vous êtes et vos modes de fonctionnement spécifiques plutôt que d'essayer de ressembler aux autres? Alors ça rejoint des messages que j'ai déjà évoqués, hein, mais Françoise. Alors comme il y a deux Françoises, c'est d'abord Françoise C qui a d'ailleurs mentionné un petit message à l'instant. Et si vous étiez beaucoup plus compétente que bien des consultants expérimentés dans votre domaine? Et si vous pouviez rendre votre butinage encore plus utile quand vous aurez des clients? Mathilde qui est là. Et si votre introversion était votre meilleur atout pour vous vendre, comment cela vous inspirerait-il? Gaëtan, si vous avez testé avec succès, si vous avez déjà testé avec succès pour vous-même vos prestations d'accompagnement financier, pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas pour vos clients? Françoise Q, je pense qu'elle est là, mais je ne suis pas sûr. Même message. Pourquoi votre business ne fonctionnerait-il pas si vous avez déjà répondu à des clients et qu'ils étaient déjà très satisfaits? Dimitri, qui est présent, que j'ai vu. Et si vous faisiez enfin confiance à vos intuitions pour décider de vos choix de carrière? Et si vous étiez le mieux placé pour savoir quoi faire et quand vous lancer? Gwendoline, et si l'humilité, l'écoute, la simplicité étaient vos meilleurs atouts en tant que dirigeante? Et si vous n'attendiez plus l'aval des autres pour exprimer vos pleins potentiels? Et je parle parfois même de pleine puissance, de façon volontaire. Valérie, et si tu n'avais pas besoin de parler de HPI ou de multipotentialité dans tes futurs jobs, et si ta priorité était justement de trouver un environnement qui te convient, et il y en a, contrairement à ce que certaines recruteuses te disent. Priscille, et si vous n'aviez pas besoin de vous vendre, et si vous vous affichiez pour vous faire venir à vous qui ont le plus besoin de vous? Marie, et si vous vous adressiez aux bons clients avec des projets suffisamment ambitieux et complexes, comment ça réveillerait votre envie et votre projet entrepreneurial? Marie-Charlotte, et si vous n'écoutiez plus toutes les personnes de votre entourage qui vous empêchent de déployer vos ailes? Et si vous étiez un peu plus juste avec vous-même, qu'est-ce que ça vous permettrait de faire dès aujourd'hui ou dès demain? Natacha, et si pour réussir à franchir le pas de l'entrepreneuriat, vous n'aviez pas besoin de vous comparer aux autres, en particulier à votre famille? Stéphanie, et si votre peur de l'échec était liée à un biais cognitif de votre part qui vous fait porter plus d'attention aux risques qu'aux opportunités, et si cette peur n'était absolument pas corrélée à vos aptitudes réelles? Charline, même message, si vos peurs étaient liées à une vision déformée de la réalité par votre cerveau, qu'est-ce que ça libérerait chez vous? Et si au lieu de prospecter au hasard, vous vous affichez pour faire venir à vous spontanément ceux qui ont besoin de vous? J'ai presque fini. Inès. En effet, je vous confirme que les HPI attirent naturellement les personnes toxiques. Et si la clé pour apprendre à les reconnaître et à s'en protéger passait par le fait de mieux vous connaître vous-même et vous accepter? Catherine, même chose que pour Inès. Et si la clé de tous vos objectifs, définir votre cible, réussir à vous vendre, surmonter le syndrome de l'imposteur, passait par une connaissance et une appropriation beaucoup plus fine de vos modes de fonctionnement authentiques? Voilà. Et alors, je vais arrêter le partage, vous redire que vous avez la possibilité de prendre rendez-vous gratuitement avec moi à l'issue du webinaire. Je vous remets le lien à l'instant. L'objectif pour vous, encore une fois, de ce rendez-vous, c'est gratuit, c'est sans engagement. Donc vraiment, même si vous ne comptez rien m'acheter, ni coaching, ni masterclass, n'hésitez pas, saisissez la possibilité de prendre rendez-vous avec moi. L'objectif pour vous, c'est vraiment de savoir comment atteindre vos objectifs. Alors, je jette un œil aux questions en même temps. Euh, En fait, j'ai l'impression de ne pas dormir, Inès. Faites de la musique. Ça, c'est un conseil de Pascal pour mieux dormir. Nathalie, je note toujours mes idées. Ça a plusieurs intérêts. Un, de la sortir de la tête
permettant à mon cerveau de se reposer absolument, et deux, avoir une trace de l'idée si jamais elle me sera utile ultérieurement. Euh, alors, Pascal, le coût de la formation est OK, mais la distance est compliquée. Bah oui, je comprends, effectivement. Alors, pour info, dans ma masterclass de Lyon, j'ai même des Parisiens qui viennent à ma masterclass de Lyon. Donc, vous voyez à quel point ils sont motivés ou elles sont motivées pour venir. Amélie, 100% d'accord avec la conférence, c'était bluffant. J'aimerais passer le test maintenant. Comment faire? Alors, passer le test, je ne sais pas de quel test vous parlez, Amélie, mais n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour m'en parler. Cyril, pour sortir du déni en douceur, personnellement, c'est la lecture du livre Je pense trop de Christelle Petit-Colin. Si ça peut en aider d'autres à mieux se comprendre et s'accepter. Oui, il y a plein de bouquins que je pourrais vous recommander. Celui-ci en fait partie. Je crois que ça a été d'ailleurs un des premiers que j'ai lu. Qui a été en effet une première prise de conscience. Mais le problème, c'est que la prise de conscience est une chose, l'acceptation en est une autre. Oui, le test de détection HPI. Alors, je précise au passage pour Amélie et pour tous les autres que vous n'êtes pas obligé de passer un test HPI pour solliciter un coaching avec moi ou même pour intégrer ma masterclass HPI. Je n'ai pas besoin que vous ayez passé un test parce que je sais que régulièrement, j'ai des personnes qui ont passé le test, qui sont un peu entre deux, considérées comme supérieures à 130 de QI pour certains aspects et inférieures à 130 pour d'autres. Ils me disent, oui, mais moi, je me sens pas HPI. Et pour autant, ils cochent un peu toutes les cases des modes de fonctionnement. Donc voilà. Et de toute façon, l'accès à cette masterclass se fait par un rendez-vous de cooptation. Donc, lors de ce rendez-vous, je vous dirai si oui ou non, d'abord, si la masterclass correspond à vos attentes, et deux, si effectivement, vous serez dans une forme de cohérence avec le groupe qui se forme. Voilà, je tiens à vous remercier toutes et tous, à moi qui ai encore des questions. Voilà. Et je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis peut-être à très vite si vous le souhaitez. Et puis, j'ai pas pensé à vous souhaiter également une excellente année 2025. Santé, réussite dans vos projets professionnels et puis de bonheur personnel pour vous et vos proches. Voilà. À très bientôt. Bonne soirée. Merci, merci pour vos messages. Merci.